Donc, je vais vous parler de notre expérience des Covid longs en recherche clinique au CHU Bruckmann. Au sein de notre hôpital, vous allez voir que notre recherche a été assez compliquée puisque ça a impliqué énormément de départements. Donc, l'unité de recherche clinique est à coordonner, mais le service de médecine nucléaire, le service de neurologie, le service de revalidation physique, le service d'immunologie qu'on a harcelé du matin au soir et le laboratoire d'hématologie. Donc, vous voyez que c'est quand même assez parallèle aux questions que l'on s'est posées à Paris. Chez nous, l'aspect clinique actuellement, on a 298 patients qui ont été pris en charge à l'unité de recherche clinique et qui continuent à être suivis depuis le 29 du 10 2020. Il y a 179 patients qui sont inclus dans un protocole de prise en charge des troubles psychologiques post-Covid, anxiété et syndrome post-traumatique. Donc, pour revenir à cette histoire, en fait, ce sont paradoxalement les psychiatres qui ont demandé les premiers chez nous à faire une recherche en disant, mais les patients, on a remarqué que les patients qui avaient fait un Covid avaient quand même des troubles, ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques, et on pourrait peut-être les aider. Donc, il faudrait pouvoir les identifier, d'autant plus que ces psychiatres avaient traité les gens qui avaient subi l'attentat de Malbec dans le métro et qui avaient fait un syndrome post-traumatique. Ils les avaient traités avec succès en se disant, on peut peut-être aider ces gens-là. Donc moi, à cette époque-là, je donnais des immunos chez les patients aux soins intensifs et je leur ai proposé de les suivre. Ils m'ont dit, écoutez, on a fait les soins intensifs, on n'a plus envie de l'hôpital, foutez-nous la paix, laissez-nous tranquilles. Ah bon, ok, autant pour moi. Et j'ai donc eu affaire, moi, à une population totalement différente, donc qui ne comprend absolument pas les patients qui ont été aux soins intensifs. Donc, c'est une caractéristique de notre recherche à nous et qui, vous allez voir, a un intérêt quelque part. 179 ont été pris donc dans ce protocole d'anxiété. 114 patients ont été inclus dans un protocole neurologique. Ce sera la suivi logique du raisonnement que personnellement on a eu. 72 patients sont inclus dans un protocole d'hématologie pour une recherche de dysfonction endothéliale. Alors, un certain nombre de patients ont été sortis, soit effectivement parce qu'ils avaient fait une anoxie sévère pour lequel l'imagerie est quand même souvent assez différente. Et puis, parce qu'en faisant les bilans, on s'est rendu compte qu'ils présentaient une pathologie autre, soit effectivement des burn-out isolés, mais on a eu quand même des Alzheimer, on a eu enfin, des découvertes fortuites de pathologies qui se sont révélées au moment où ces patients se sont présentés. Alors, sur cette population, donc, il ne concerne pas les patients ayant passé aux soins intensifs. C'est 298 patients, 72% de femmes. Donc, ça relève un petit peu comme partout, une majorité de femmes, plutôt jeunes, âge moyenne 46 ans. Donc, 80% de Covid sont confirmés par PCR ou anticorps prévaccinaux. Les 20% autres, en fait, sont expliqués parce que, au début, les médecins traitants étaient assez démunis par ce Covid et disaient aux patients, mais vous restez à la maison, vous vous isolez, vous ne contaminez pas les autres et donc ne faisiez pas ni PCR ni examen. Donc, pour les 20% restants, on se base surtout sur la clinique qui est maintenant reproductive et qui est tout à fait comparable à ce que tous les sites voient. C'est-à-dire que 72% des patients chez nous présentent des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire récente, des troubles phasiques, des troubles de l'humeur, et qu'on rentre dans les plans neurocognitifs qui représentent quand même à peu près 80% des patients en Covid long. Les troubles du sommeil, les vertiges, les tremblements, sont des troubles dont on sait qu'ils impliquent pratiquement le tronc cérébral et la fosse postérieure. Et puis, comme on a dit dernièrement, les hyperventilations respiratoires. Donc, tous ces patients, les 42%, ce sont des patients pour lesquels les tests kinés de pulmonaire ont été positifs pour l'hypertension, pour l'hyperventilation respiratoire, y compris les tests de Nimengue. Les TOPS, on a fait chez ces patients des TIL tests, donc 23% étaient positifs pour les TOPS. Les troubles digestifs dont certains ont bénéficié également de la scintigraphie pour déterminer qu'il y avait des gastroparésies, des diarrhées et puis des troubles cutanés, les lésions purpuriques rénaux que les dermatos connaissent bien en post-viral et qui décrivent d'ailleurs comme
Encéphalopathie post-virale. Pour commencer du début, hein, mais je ne sais pas si... Alors, des SAMA, chez nous, on en a eu peu. Alors que je les ai cherchés systématiquement après qu'on ait eu le web. Alors, évidemment, nous, on n'en a que 2%, mais il faut dire que c'est quand même un diagnostic effectivement très, très difficile. Chez les patients qui avaient les troubles digestifs et une symptomatologie évoquant effectivement un syndrome d'activation mastocytaire, on a donné une tryptase de base et on donnait un bon au patient en disant dès que vous faites votre malaise ou votre symptôme digestif, vous courez dans l'heure qui suit pour faire les dosages. On en a eu 2%, mais je reconnais que probablement c'est un peu sous-estimé. Alors, fatigue et douleurs musculo-articulaires, c'est quand même assez ressemblant, c'est quand même 75% des patients à ce qu'on appelle fatigue chronique, syndrome fibromyalgique. Donc moi, j'ai rediscuté un petit peu avec les spécialistes de la douleur et surtout avec les rhumatologues. Ils m'ont dit qu'il ne faut pas appeler ça syndrome fibromyalgique parce que, par définition, le SFM n'a pas d'étiologie. Or là, vous en avez une étiologie qui est post-Covid. J'ai dit, oui, mais les douleurs musculo-articulaires, mais je suis quand même frappée de ce syndrome qui est tout à fait identique à certains symptômes post-viraux comme on en voit régulièrement. Alors, évidemment, ces pathologies entraînent avec le temps une désociabilisation, hein, comme on a évoqué tout à l'heure, et les patients finissent par être dépressifs et anxieux. Ils ne présentent pas, contrairement à ce que disaient certaines personnes, un Covid long parce que c'est des gens qui sont dépressifs et anxieux au départ. Ils sont dépressifs et anxieux parce qu'ils n'en peuvent plus d'avoir cette existence. Alors, chez nous, on a retiré les hypoxémies en les soins intensifs. On a été frappé quand même qu'il y avait deux types d'évolution. Donc, moi, très, très rapidement, quand les psychiatres m'ont dit est-ce que vous voulez voir ces patients-là, je me suis dit tiens, les patients qui viennent chez moi en post-Covid n'ont pas du tout la clinique auquel on s'attend. Donc, moi, c'était en 2020 et j'ai téléphoné à cette époque-là à Strasbourg, où vous avez aussi l'équipe, et j'ai dit mais comment est-ce que vous avez ça aussi? Ils nous ont dit oui. Et nous, on les appelle les Covid longs. Donc, j'ai dit bah, je vais faire comme les Français, je les appelle Covid longs. Mais j'avais quand même deux tableaux cliniques qui apparus assez rapidement. Les premières symptomatologies, c'est les patients est multiorganique dès l'épisode viral initial, ça persiste dans le temps, et puis à un moment, ça disparaît. Ils ont l'air d'avoir un meilleur pronostic que des patients qui présentent un épisode grippal, et puis ils disent on a fait 7 jours, on a essayé de reprendre le travail, ça n'allait pas, on a récidivé, on a commencé à avoir des céphalées, puis des douleurs thoraciques et ainsi de suite. Et alors, on a l'impression que cette symptomatologie devient multiorganique par épisode récidive, avec un intervalle libre qui s'allonge de plus en plus, mais par contre, la pathologie s'aggrave avec le temps. Dans tous les cas, les troubles neurocognitifs dont on a parlé avant apparaissent pas avant 4 à 8 semaines post-Covid. Et la symptomatologie est manifestement aggravée par l'effort physique, par l'effort intellectuel. Les gens vous disent, je suis incapable de lire une recette. Moi, j'ai un patient qui était cuisinier et qui me dit, ben, j'ai impossible de lire une recette que je faisais depuis des années. Et l'absorption d'alcool, vous avez remarqué que ces patients-là deviennent complètement intolérants. D'autre part, moi, personnellement, dans mes observations cliniques, effectivement, les troubles neurocognitifs de mars-octobre 2020-2021 sont présents. Depuis 2022, les patients que je vois ont moins de troubles neurocognitifs, mais ont plus de symptomatologie périphérique. Alors, compte tenu de ça, je me suis dit, tiens, ça ressemble quand même fort à une atteinte plutôt neurologique. Donc, j'ai été voir nos neurologues et à cette époque-là, ils ont dit, avec quoi tu viens? Il faut d'abord me prouver que c'est une atteinte neurologique. Donc, ma première question, c'est, il y a des atteintes neurocognitives, il y a des atteintes dysautonomiques. Est-ce que ces atteintes sont objectivables, compte tenu qu'à cette époque-là, on avait plusieurs hypothèses étiologiques? La persistance des protéines virales intra-organiques
Moi, je pense que j'ai fait biopsier tout ce que je pouvais, les muscles, le côlon. Quand il y a des diarrhées, des choses comme ça, je n'en ai jamais retrouvé. Peut-être que je n'ai pas retrouvé la bonne. Mais par contre, on en a retrouvé chez les patients qui étaient aux soins intensifs. On en a retrouvé en intracérébral, ça a été retrouvé. Mais donc, en tout cas, les miens, pas. Une inflammation persistante, mes patients à moi n'ont pas de critères, de marqueurs d'inflammation. Les CRP sont normales, il n'y a pas, tout est normal. Développement des anticorps, c'était aussi une grande discussion, notamment avec l'équipe des Israéliens qui avait défini qu'il y avait des auto-anticorps persistants. Mon immunologue ne peut plus me voir. Je pense qu'il a fait tout le type d'auto-anticorps qu'on peut voir, anti-muscle, alors, de temps en temps, on en trouvait un, youpi. On a quand même été rechercher les plasmas des patients avant l'infection du Covid. Pour certains, on a retrouvé, ils étaient déjà là avant. Donc, moi, je n'en ai jamais retrouvé. Réponse immunitaire non adaptée, je vais vous en parler après. La dysfonction endothéliale et l'hypercoagulabilité, excusez-moi, évidemment a été évoquée en se disant, les atteintes sont principalement neurologiques. Est-ce que ces troubles de dysfonction endothéliale n'entraîneraient pas une anoxie secondaire à l'infection? Et le cerveau étant plus sensible à l'anoxie que les autres organes, est-ce que ça ne serait pas une des raisons pour expliquer ça? Donc, on est parti sur ce type de recherche. Et puis, y a-t-il une population à risque? C'était aussi évidemment la question que tout le monde se pose. Alors, fatigue et douleurs musculaires attirées de fibromyalgie, comment nous on les prend en charge? Pour l'instant, c'est uniquement symptomatique. La colchicine, je pense que c'est ce que font les rhumatologues, hein, les antidouleurs centraux pour les douleurs neuromusculaires type fibromyalgie, Redorex ou Cipralexa. Ce qui est un petit peu gênant parfois, c'est que ces antidouleurs centraux altèrent un petit peu plus l'atteinte centrale neurocognitive. Les troubles dysautonomiques, c'est ce qu'on fait habituellement pour les hyperventilations, kinésithérapie spécifique qui aident bien, et pour les TOPS, les bêta-bloquants. Alors, on est parfois gêné quand les patients présentent à la fois des TOPS et des troubles cutanés, puisque les troubles cutanés se traitent par inhibiteur calcique. Donc, on ne sait pas s'il faut mettre le patient sous bêta-bloquant ou inhibiteur calcique, surtout quand il est hypotendu, ça devient vraiment difficile. Les atteintes du tronc cérébral, donc, insomnie, les CPAP et la mélatonine lorsque les enregistrements du sommeil sont positifs. Les vertiges, ça c'est les oreilles qui mettent le kiné vestibulaire. Et ils ont l'habitude, eux, du piracétam, du notropil. Moi, personnellement, lorsque en plus les atteintes étaient assez importantes au niveau central et en accord avec nos neurologues, on les traitait comme un AIT, c'est-à-dire sous azaflo, clopidogrel si nécessaire. Les dysesthésies, paresthésies, on a utilisé beaucoup le Lyrica, mais même problème, il faut vraiment aller à dose progressive et il faut savoir que ça peut effectivement encore plus altérer les atteintes centrales. Le nerf vague, il a été testé chez nous et c'est vrai que ça donnait des résultats assez impressionnants, mais malheureusement, ça, en tout cas pour chez mes patientes, ça ne s'est pas poursuivi dans le long terme. Donc les 4 premières semaines, les patients étaient ravis. Les caissons hyperbares, comme vous disiez, la difficulté, c'est que le patient perd le bénéfice parce qu'il doit aller subir, revenir, et finalement, au total, s'il en a perçu le bien-être au niveau de l'hyperoxygénothérapie, après ça, le patient n'était pas très, très bien. Et les troubles cognitifs, je me suis directement retournée chez mes collègues neurologues. Alors, l'idée, évidemment, et elle ne venait pas de moi, elle venait de chez M. Goetsch, avec qui on avait eu plusieurs conversations téléphoniques, c'est que lui nous avait dit, voilà, au niveau des scintigraphies cérébrales, il y a effectivement chez les patients Covid des choses qui sont un petit peu particulières et qui sont tout à fait différents des troubles anxieux et des syndromes post-traumatiques. Donc ça, c'est le papier de M. Goetsch, à qui je devais rendre hommage parce que quand même, il nous a énormément aidés. Alors, nous, évidemment, on veut tout contrôler. Donc, on a refait la même chose. Nous, on n'a pas le remboursement avec le FDG. Donc, on l'a fait avec le Technetium 99. Et ici, vous avez un suivi d'un patient du baseline après 1 mois, après 6 mois. Et puis, nous, on fait un contrôle dans l'étude neurologique à 1 an. C'est des images de soustraction. Donc, ce qui est bleu, en fait, c'est par rapport à un panel de patients matchés pour le même âge et pour le même sexe. Et donc, vous voyez qu'au départ, vous avez surtout des atteintes
fronto-orbitaire, ce qui est un petit peu normal si on suppose que le virus arrive par voie nasale. Un mois plus tard, d'une façon étonnante, les lésions ont tendance à descendre et puis à se retrouver, comme vous disiez, à la base du crâne et en sous-cortical après quelques mois. En gros, les caractéristiques des images que nous avions et qui correspondaient à celles comme M. Guertz, c'est-à-dire qu'il y a une hétérogénéité de captation corticale gauche, principalement à droite, et puis qui a tendance à switcher secondairement, principalement orbitofrontal, frontopariétal, pôle temporal et insula gauche, ce qui peut expliquer parfois une symptomatologie des troubles du langage, et puis qui évolue dans le temps en étant plus tardivement thalamique droite, tronc cérébral avec les troubles de vertige et de tremblement qui apparaissent et le cervelet. Donc, évidemment, les corrélations ont été assez faciles à faire, hein, puisque les neurologues ont l'habitude pour leurs AVC et leur AIT. Troubles cognitifs, atteinte orbitofrontale pariétale, phasique, l'atteinte principalement de l'insula gauche. Les tremblements, atteinte thalamique, les troubles végétatifs respiratoires cardiaques au niveau de la substance réticulée. Et dans les vertiges acouphènes, les atteintes du cervelet. Et effectivement, l'imagerie était corrélée à la clinique. Maintenant, les neurologues sont toujours des gens qui sont quand même assez suspects. Et ils ont dit, on veut quand même confirmer ça par un testing neuropsychologique qui sont validés pour les AVC et les AIT. Et qu'est-ce qu'on a observé? On a observé essentiellement un ralentissement général, un déficit intentionnel, un déficit d'encodage mémoire épisodique, un déficit de la mémoire de travail qui correspondait aux plaintes des patients. Ils ont donc été repris en charge en neurorevalidation cognitive, en médecine physique, sur lequel nous avons 2 groupes de patients. Un certain nombre de patients sont... Donc, ce n'est pas tiré au hasard. Hein. 1 sur 2 pratiquement est pris en revalidation. Il faut dire qu'on choisit évidemment ceux qui sont le plus atteints pour les reprendre en revalidation, parce que c'est quand même assez lourd et assez long. C'est une belle amélioration. Donc, c'est une revalidation qui se refait comme pour un post-AVC ou un post-AVT ou AIT, les patients réapprennent à lire, à se concentrer, à faire des exercices de lecture, de sudoku, enfin, des choses rigolotes pour lesquelles on a eu quand même une bonne amélioration, mais les douleurs musculaires articulaires, ça n'a strictement rien changé. Et donc, c'était vraiment une entrave à les activités physiques et sportives. Donc, ils étaient bien améliorés sur le plan neurocognitif, la scintigraphie s'améliorait, les testings s'amélioraient, mais cette pathologie post-virale persistait. Et si les patients ont pu reprendre le travail, certains à temps partiel, parfois même leur travail ou un autre, certains n'ont pas pu reprendre, mais principalement à cause de ce syndrome post-viral. À notre stade, l'étude réalisée à Bruckmann confirme qu'il n'y a pas d'atteinte autonomique, en tout cas chez les patients qui ne sont pas hypoxémiants. Les atteintes fonctionnelles, elles sont visibles sur les scintigraphies cérébrales avec des atteintes en relation avec la symptomatologie décrite par le patient. Alors, il faut faire attention parce qu'effectivement, la symptomatologie peut être tout à fait, comme j'ai dit, identique dans d'autres pathologies qui se révèlent à cette occasion-là et pour lesquelles il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses et faire les testings pour être sûr de ne pas passer à côté de certaines choses. L'approche thérapeutique neurorevalidation cognitive pour tout ce qui concerne l'euro et l'intérêt du suivi de ces patients lors de la prise en charge neurovalidation avec contrôle après 1 an. Alors, pratiquement, je dirais 80% des patients qui sont pris en revalidation cognitive ont une récupération. Je ne sais pas pourquoi. Quelques-uns, vous vous retrouvez 1 an après avec exactement les mêmes images et le même testing. Il est évident qu'on a continué quand même à embêter nos immunologues. Moi, je ne vais pas développer plus ça simplement parce que j'ai vu qu'il y avait une autre présentation qui était identique. Je vais simplement dire, ça c'est nos résultats. Donc, il y a des différences dans les cytokines et vous remarquerez que se distinguent des clusters de patients pour lesquels d'ailleurs Pamela s'est intéressée dans son travail de mémoire et je crois que votre travail va bientôt être publié, mais ça laisse sous-entendre qu'effectivement, il pourrait y avoir des populations différentes et des clusters de populations tout à fait différentes. En gros, chez nous, et ça aussi au point de vue immunologique, il y a une altération de l'immunité innée qui est tout à fait différente de la pathologie qui est moindre que les patients aigus, mais qui est quand même plus importante que les patients normaux.
Et pour l'instant, on ne voit pas encore vraiment de cluster sur ces types de cytokines, mais c'est intéressant de voir. Alors, évidemment, toujours dans notre dernière hypothèse, existe-t-il une hypercoagulabilité chez le Covid long et notamment, j'y arrive, ne vous pas. Je vous avais dit, j'avais. Alors, oui, il existe une persistance de l'état thrombotique, en tout cas dans nos résultats à nous. Le profil pathologique reste intermédiaire par rapport aux atteintes de phase aiguë et ce profil prothrombotin est attribuable au sous-groupe principalement des Covid longs et non pas des Covid persistants. Persistance de l'état prothrombotique chez les patients atteints de l'infection, incidence des événements chez les patients, point d'interrogation. Moi, je n'ai pas remarqué, mais je n'ai pas assez de patients, évidemment. Hein. Et surtout, pour l'instant, on est en train de travailler sur la recherche de la protéine C, protéine S. On en est au dosage, pour l'instant, de la DAMS13. Conclusion générale. Covid long persistant objectivable, actuellement confirmé avec un code de tarification à l'INAMI. Actuellement, nous, on est débordés. 200 patients sont en liste d'attente pour des consultations. C'est plus possible pour nous, simplement parce que derrière, ça ne suit pas. La neurocognitive sont débordées, les consultations pour l'anxiété sont débordées. C'est plus possible. C'est très, très anxiogène, non seulement pour les patients, mais aussi pour nous. Et il y a une limitation thérapeutique en ce qui concerne le long terme post-Covid supérieur à 2 ans, parce que la chose importante qui ne change pas énormément, c'est que ce syndrome post-viral, fatigue chronique et fibromyalgie persiste. Et évidemment, cette anxiété qui est liée aux conséquences de ça. Voilà, je voulais remercier tous mes collaborateurs et remercier à tout le monde.